coordonnateur régional de l'antenne de la coalition pour les secours à Thiès, membre aussi du comité national ITE Sénégal, Collège Société Civile. Le secteur extractif, on parle surtout du secteur extractif ou bien des ressources minérales, qui englobe aussi bien les hydrocarbures que les mines. Pour le cadre institutionnel, pour le secteur des hydrocarbures, nous avons le ministère du pétrole et de l'énergie. Pour le secteur minier, nous avons le ministère des mines et de la géologie, avec ses différentes directions techniques qui assurent un peu la gouvernance de ce secteur. Maintenant, pour parler de la place du citoyen, la place elle est primordiale parce que le dernier référendum de 2016 consacre en son article 25.1 que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Quand on parle du peuple sénégalais, c'est aussi bien les générations actuelles que les générations futures. Mais autant le peuple est souverain, mais c'est l'État qui assure la gouvernance de ce secteur, au profit exclusif de ces populations. Autant nous avons beaucoup d'industries minières, aussi bien à Thiès qu'à Kédougou, mais le Sénégal n'en profite pas. Je vais vous donner des chiffres. Nous produisons des rapports. Jusqu'en 2013, aucune information disponible n'était disponible pour les citoyens. Mais avec l'avènement de l'ITE, pour le rappeler, l'ITE c'est une initiative volontaire. Les États adhèrent, mais c'est des groupes multipartites qui mettent en œuvre. Le Sénégal, moi je fais partie du collège Société Civile. Nous sommes 3 collèges interdépendants, mais aussi des collèges indépendants, mais nous travaillons dans la collégialité. Et toutes les décisions sont souveraines. Ce qui fait que depuis 2013, les Sénégalais maintenant, à travers les rapports ITE, ont accès à la bonne information. C'est des informations fiables et exhaustives. Parce que c'est des informations certifiées par la Cour des comptes pour les paiements reçus par l'État, certifiées par des auditeurs externes. Le paradoxe, c'est quoi? Les mines, comme le gaz et le pétrole, ne sont pas des compétences transférées. Ce qui fait que c'est des ressources nationales. Et là où on l'exploite, elles vivent le paradoxe de l'abondance. Des entreprises qui gagnent des milliards et des communautés autochtones ou riveraines qui ne reçoivent rien du tout. Et en contrepartie, qui vivent les impacts négatifs, dont la perte des terres, la perte des moyens de subsistance. Je vais vous donner des exemples très précis. Pour le cas de la région de Thiès, elle est la première région minière du Sénégal. Pour ce rapport, la région de Thiès a contribué pour 40 milliards. Nous prenons l'exemple d'une entreprise comme les ICS. Les ICS sont là presque depuis 1959. Ensuite, il y a eu la fusion des ICS et de Taïba en 1996. Mais elles ont un contrat renouvelé périodiquement. Mais comme elles sont régies par le code minier de 1988, elles ne paient aucune redevance à l'État sénégalais, ni au collectif local. Le rapport que nous venons de publier montre que 98% c'est des impôts d'État. 2% seulement sont des impôts locaux. Et je vous donne un exemple. En 2016, les ICS ont fait un chiffre d'affaires de 142 milliards. Et elles n'ont reversé que 5 milliards 865 millions à l'État. Et ces versements, c'est les revenus, les impôts sur le revenu, c'est les cotisations sociales. Donc, c'est des versements obligatoires, parce que c'est des reversements pour les travailleurs. Mais elles n'ont reversé aucune redevance à l'État sénégalais, parce qu'elles sont régies par le code. Elles continuent à faire des chiffres d'affaires de plusieurs milliards. Mais mieux, l'État en 2009 avait pris un décret, le décret 2009-1334. Ce décret disait quoi? Que 20% des redevances et des droits fixes doivent être reversés aux collectivités locales sous forme de péréquation. Donc 40% pour la péréquation et 60% pour l'appui. Mais malheureusement, ce décret n'a pas été suivi d'effet. Parce qu'en 2011, il y a eu un premier arrêté qui a été pris. Mais malheureusement, cet arrêté a été, je dis un arrêté qui ont enterré aussitôt. Pour la simple raison, certaines régions se sont retrouvées avec 0 francs. Par exemple, la région de Sédhiou s'est retrouvée pour ce calcul avec 0 francs. La région de Louga, je pense 6 600 francs, Diourbel 49 000. Donc, ce n'était pas une bonne clé de répartition. Il a fallu attendre en 2015 pour que le président de la République prenne un nouveau décret, le décret 2015-1879, fixant encore les modalités de répartition. Mieux, le président avait instruit pour que ces fonds, les services dédiés, le ministère des Finances, le ministère des Mines et le ministère de la Gouvernance territoriale, pour que ces fonds puissent être reversés aux collectivités bénéficiaires, mais à l'ensemble des collectivités du Sénégal. En 2017, le 20 décembre, il y a eu l'arrêté 22469. C'est un arrêté interministériel qui fixe les modalités de répartition. Mais le paradoxe, c'est que malgré ces deux décrets, malgré l'arrêté interministériel, à ce jour, je peux vous dire
que ces fonds n'ont jamais été reversés. Et le paradoxe, c'est que l'État a perçu ces sommes, les entreprises ont versé ces contributions, les redevances, l'État a recouvré mais n'a pas reversé aux collectivités territoriales. Ce qui constitue un problème d'abord d'équité, de justice, et ce qui fait que les populations souvent sont dans le désarroi, et à juste titre. Mais mieux, les collectivités territoriales qui abritent ces sites miniers ne reçoivent aucune redevance. Parce que souvent, c'est des patentes payées là où elles sont implantées, où leurs sièges sont implantés, par exemple à Dakar. Quand les ICS ont le siège à Dakar ou d'autres compagnies, c'est là où ils restent. Alors que les collectivités qui abritent ces sites miniers n'en reçoivent. Mais mieux, en 2015, il y a une innovation majeure. C'était l'article 115 du nouveau code minier. Cet article 115 dit que 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe des entreprises en exploitation doit être reversé aux collectivités locales qui abritent le ou les sites miniers. Il a dit aux collectivités ou à la collectivité. Mais ça, toujours, moi, j'aime prendre cette étude de cas. Pour la simple caisse est la première région minière. Darou Khoudoss abrite 2 sites miniers, la commune. Il y a les ICS et GCO. Et si on fait le cumul de ces chiffres d'affaires pour GCO et les ICS, ça fait plus de 200 milliards. La commune de Darou Khoudoss, son budget tourne autour de 400 millions, 300 millions. Donc si cet arrêté, cette disposition du code minier, l'article 115, était applicable ou rétroactive, la commune avec 200 milliards de chiffre d'affaires de ces entreprises pourrait se retrouver avec 1 milliard par an. Mais malheureusement, ils ont pris le décret, ils ont pris la loi, et a été voté, les décrets d'application, mais cet arrêté qui fixe les modalités de ce fonds d'appui au développement local n'a pas jusqu'à présent été. Et c'est venu d'un benchmarking, parce qu'au Burkina, ils sont à 1% mensuel. Au Sénégal, on est à 0,5%. Mais tous ces textes ont été pris, mais sans application. D'abord, premier niveau d'explication, le Sénégal doit changer de paradigme. De pays demandeur, nous sommes maintenant un pays convoité. Nous avions un code pétrolier obsolète qui date de 1998. C'était incitatif. Mais depuis 2012, nous avons vraiment eu d'importantes réserves, d'importantes découvertes. Ce qui fait la ruée des multinationales. Donc ce qui pose normalement un changement aussi de l'armature institutionnelle. Ce qui a valu récemment le code pétrolier, qui a été voté récemment à l'Assemblée avec 2 nouvelles lois. La loi sur le contenu local et la loi sur les hydrocarbures. Même si nous regrettons quelque part la démarche qui a prévalu pour avoir un code minier consensuel en 2016 ne l'a pas été pour le code pétrolier. C'est au dernier moment que nous avons été associés. Alors que la société civile, elle est dans la co-construction. On n'est pas dans le nihilisme, on n'est pas dans l'activisme. Nous avons autant l'état des experts, la société civile a aussi ses experts qui peuvent faire des rapports alternatifs, qui peuvent contribuer. Et nous l'avons déploré. Mais souvent, ce qu'on remarque, souvent le président donne des instructions, mais qui ne sont pas appliquées par les services dédiés. Et ça pose un problème. Ça s'est passé pour le code minier, pour le code pétrolier, il n'y a pas eu de concertation décentralisée. Surtout les communautés riveraines, de Kayar, de Guédna, qui ont leur mot à dire, parce que c'est leurs ressources. Mais elles n'ont pas eu. Mais nous, en tant que société civile, au dernier moment, on nous a associés. Heureusement, nous avions anticipé avec un document de contribution. Et j'avoue que le code pétrolier que nous avons aujourd'hui, c'est un code pétrolier acceptable, qui répond un peu aux standards. Il y a eu beaucoup d'innovations majeures. Par exemple, je parlais de l'ITE, qui parle de transparence dans toute la chaîne de valeur. Depuis l'octroi des licences jusqu'à la distribution de revenus, maintenant, elle est institutionnalisée dans le code. Aussi bien dans le code minier, c'était l'article 95, que dans le code pétrolier. Ce qui fait que tout régime qui viendra ne peut pas y revenir. Ça, c'est important. Il y a eu aussi les bonus de signature, parce que dans l'ancien code, les bonus de signature n'étaient pas prévus. Et il y a eu, dans nos rapports, des bonus qui ont été versés par les entreprises, perçus par des tiers, mais non reversés au trésor public. Et ça pose des problèmes de transparence. Maintenant, c'est bien codifié. Maintenant, ce qui est le plus important, ce code a été voté par l'Assemblée. Et ça, on le déplore aussi. L'Assemblée n'a pas la technicité requise pour pouvoir. Donc, c'est les faire valoir à la limite. C'est comme presque, ça passe comme lettre à la poste. On a entendu le débat qui s'est passé lors de la plénière, mais c'est un débat de bas niveau. Parce que ça montre que vraiment, et eux, c'est les représentants du peuple. Mais comme on n'y peut rien, on est obligé. Maintenant, il y a le décret d'application, il y aura les arrêtés. Maintenant, la loi sur le local content, elle est extrêmement importante. Parce que le secteur des hydrocarbures ne génère pas beaucoup d'emplois. On parle souvent de 184 à 200 personnes autour de la plateforme. C'est des emplois très profilés. Mais c'est surtout les métiers connexes. Il y a plus de 500 métiers connexes liés au pétrole et au gaz. Et c'est ça qu'on appelle le local content. C'est le développement des PME locales,
c'est le développement du tissu industriel local, mais c'est aussi l'emploi local qualifié. Nous avons beaucoup d'instituts, même s'il faut réguler, parce qu'il faut un référentiel de formation. Mais ce local content, il faut des mesures d'accompagnement. D'abord, il faudrait que les PME locales aient la bonne information, qu'elles soient bien encadrées pour répondre aux standards de ces entreprises. Parce que si elles ne répondent pas aux standards de ces entreprises, les entreprises sont obligées de créer leur propre compagnie de services. Et là, c'est des émiettements fiscaux. C'est-à-dire l'État risque de perdre, comme on dit, de perdre en fait tous les atouts liés à ce local content, parce que les entreprises déjà sont dans leur schéma. Elles ont bouclé leur décision finale d'investissement, elles savent comment elles vont exploiter, combien elles vont gagner. Mais surtout, ce qui est un peu notre crainte de nos sociétés civiles, quand on parle surtout d'exploitation, à tel niveau, c'est tel pourcentage, quand on parle de 90 000 barils, 100 000 barils par jour. Mais ça demande un contrôle systématique et un contrôle au quotidien. Et aujourd'hui, vous allez à la direction des hydrocarbures, elles n'ont pas ni les ressources humaines requises, ni les ressources matérielles, ni logistiques. Vous allez à la direction des mines, il y a une direction du contrôle, elles sont inopérationnelles, inopérantes. Parce qu'on les a mis, mais elles n'ont pas les moyens. Alors ce sont eux les agents dédiés. Nous, cette société civile, on ne peut pas faire le contrôle citoyen. On peut le faire à travers les rapports, donner notre avis, mais on ne peut pas entrer dans ces entreprises. On ne peut pas aussi avoir accès aux dispositions contractuelles pour pouvoir contraindre les entreprises à les respecter. Seul l'État peut le faire. Donc nous demandons à l'État, parce que nous avons 5 structures aujourd'hui. Le COS Petrogaz, nous avons Petrosen, la direction des hydrocarbures, il y a le GES Petrogaz, il y a aussi l'ITE. Il y a beaucoup de structures qui concourent pour une meilleure gouvernance, mais il y a un conflit de compétences. Et il y a un flou institutionnel. Donc il faudrait un cadre fédérateur qui harmonise ces interventions de ces différentes structures pour avoir de la traçabilité. L'autre élément sur le fonds dédié à la répartition des revenus, sur les fonds pour la répartition des revenus sur les hydrocarbures. Si on y prend garde, ces fonds risquent de ne pas avoir un impact positif, surtout pour les collectivités riveraines. Parce que nous savons pertinemment que la pêche sera impactée fortement. Il faut des fonds de compensation. Et où est-ce que ces fonds seront logés? Au ministère des Finances, dans un fonds spécial, on parle de fonds souverains. Alors que nous, on a dit très tôt que le meilleur fonds souverain, c'était de ne pas octroyer tous les blocs au même moment. D'octroyer une partie des blocs, d'anticiper sur les risques, de voir maintenant ce que ça donne, pour pouvoir donner le reste. Parce que aussi bien les générations actuelles que futures en ont besoin. Mais malheureusement, presque l'essentiel des blocs ont été donnés et c'est à l'avantage de ces multinationales. Et c'est des contrats avec des clauses de stabilité, soit de 35 ans, 25 ans, 45 ans. On ne peut pas y revenir. Ce sera très complexe. Et souvent, ce qui se passe, c'est un secteur très corrupteur. La conférence mondiale a révélé que 1000 milliards de flux financiers illicites, surtout dans les ressources minérales, en termes de corruption, en termes d'évitement fiscal, en termes de concussion, en termes de blanchiment de capitaux. Pour l'Afrique, c'est 50 milliards. Donc l'ITE a pris une nouvelle norme, qui est même dans le nouveau code pétrolier, et c'est à saluer, c'est la propriété réelle. Maintenant, à partir du 1er janvier 2020, tous les pays qui mettent en œuvre l'ITE sont tenus de divulguer les propriétaires réels, c'est-à-dire les personnes physiques. Ici, il ne s'agit plus de personnes morales. On voyait seulement des personnes morales, mais on ne savait pas qui est derrière telle entreprise. Parce qu'au Sénégal, d'abord, il n'y a pas de loi sur l'accès à l'information. Il n'y a pas de loi sur les conflits d'intérêts de portée générale, donc cela. Mais avec cette loi ou cette exigence 2.5 de l'ITE, à partir du premier, les Sénégalais sauront que c'est Yassine Ndiaye, c'est Abdou Aziz Diop, c'est Moussa Fall qui est derrière cette entreprise. Et ça permettra de voir les flux financiers et les transactions faites. Bon, ça peut minimiser, mais tout encore revient à un problème d'éthique. Nous avons de très bons textes, un bon code minier, un bon code pétrolier, mais l'application, c'est par des hommes. Mais si parmi ceux qui sont dans ce circuit, s'ils n'ont pas l'intégrité requise qu'il faut, s'ils n'ont pas la compétence qu'il faut, s'ils n'ont pas le patriotisme pour mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, penser aux gens du futur, je pense que cette bénédiction tant attendue risque de virer à malédiction. Mais nous ne le souhaitons pas. Et pour ça, nous recommandons fortement 3 mesures. La première mesure, c'est la transparence dans toute la chaîne de valeur. Deuxième, exploitation responsable, respectueuse des droits des communautés. Et troisième, répartition équitable des revenus générés par l'exploitation des ressources minérales. C'est là où je vais terminer. Je me demande, en 2019, est-ce que le Sénégal est prêt structurellement et économiquement pour exploiter toutes ces hydrocarbures au profit de cette nation? C'est une question ouverte.